débuter ce conseil communautaire de la rentrée du 2 septembre. Qu'on vient de faire l'appel nominal. Je vais demander à Hélène Lehmann si elle veut bien le faire. Merci Hélène. Oui, bonsoir à tous. Donc pour l'appel, Frédéric Delmarès, Jonathan Priolo, Jean-Jacques Chaplet, Olivier Dupuis, Thierry Auroy-Pétou, Alain Castan, Serge Pradier, Pascal Delteil, Christophe Gauthier, Roland Fray, Cyril Goubi, Fatia Bancal, Christian Bordenave donne pouvoir à Jean-Pierre Cazes, Marc Léturgie donne pouvoir à Frédéric Delmarès, Jean-Pierre Cazes, Jean-Louis Dessal, Sébastien Bourdin, Pascal Liabaste, René Visantini, Arnaud Delair, Jean-François Jante, Jean-Claude Portolan, Jean-Michel Dreuil donne pouvoir à Roland Fray, Michel Dorange, Michael Détombe, Pascal Prévost, Julie Tégérizot, Fabien Ruet, Laurence Rouen donne pouvoir à Jonathan Priolo, Jean-Claude Bonamy, Michel Thérault, représenté par Chantal Lagorce, tout à fait. Maryse Roche, Francis Blondin donne pouvoir à Julie Tégérizot, Catherine Laroche, Jean-Pierre Faure. D'accord, ça je ne l'ai pas sur la liste du coup. Josie Bail, Christophe David Bordier, Joël Cardraon, Patrick Vergnol, Didier Gouze, Michel Delfieux, Didier Capuron, Christine François, Éric Prolat, Philippe Puy-Poncher, Florence Malga, Luc Mamès, Jacqueline Simonet donne pouvoir à Christine François, Marie-Lise Potron, Marjorie Molton, Marie-Claude Andrieux-Courbin donne pouvoir à Josie Bail, Marilène Scotti donne pouvoir à Marie-Lise Potron, Georges Bassy, Stéphane Fradin, Adib Benfedoul, Anthony Castin, Gérald Trappi, Marion Serra-Ogbonna, Céline Braco, Emmanuel Guichard, Cédric Lougras, Hélène Lehmann présente, Joaquina Weinberg donne pouvoir à Joël Isius, Paul Fauvel, Corinne Gondonneau, Stéphane Lebert, Alain Banquet, Catherine Arnouille, Joël Isius, Lionel Lacombe, Catherine Tavot, Philippe Grégoire, absent excusé. Merci. Je vous propose comme secrétaire de séance Thierry Auroy-Pétou. Thierry, voilà, sois attentif. Je dois vous faire approuver le procès-verbal de la séance du 24 juin 2024 et l'ordre du jour de la séance. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous avons perdu un membre important de notre conseil communautaire, notre collègue Daniel Rabat, au mois de juillet. Et la moindre des choses, c'est que nous puissions lui rendre un hommage en faisant une minute de silence en début de ce conseil communautaire. Quelques informations brèves avant de débuter ce conseil communautaire. Vous avez tous pu constater qu'enfin la route de l'hôpital est complètement refaite. Quelques détails et finitions doivent se terminer. Donc c'est vrai que ça change le transit par cette voie. Mais aussi, je crois que vous avez tous pu remarquer l'ampleur des travaux qui ont été déjà
bien réalisé sur notre collectivité. Et je ne parlerai pas des opérations supplémentaires qui ont été réalisées aussi à la suite des inondations. Donc c'est vrai que c'est un effort majeur que nous avions consenti. Et on voit, je pense qu'aujourd'hui, on peut largement constater l'ampleur des travaux. Vous dire aussi que la campagne de Pointe-à-Pitre a largement commencé, puisqu'un peu plus de 20 000 m² ont été réalisés sur un certain nombre de communes. Elle se poursuivra sur les 2 mois qui viennent. Et donc ça, on est aussi satisfait de la qualité du travail qui est fait par les services. Ça permettra de prolonger les voies qui sont en attente de travaux plus conséquents, mais ça permettra de les amener plus loin sans qu'elles se détériorent trop. Vous signalez aussi qu'on a subi à la maison de santé du Flé des dégâts importants suite à un sinistre lié à une nourrice d'eau qui était dans les combles et qui s'est percée et qui a rendu impraticable ou inoccupable ce local. Et donc il a fallu, avec le concours de la mairie et les services de la CAP, trouver une solution. Elle a pu être trouvée à proximité et dans un délai très court, grâce à la réactivité des services communs de la commune et de la communauté. Je les saluer et les remercier. Implication d'Olivier, parce que moi je n'étais pas présent sur ce dossier. Et je crois que c'est quelque chose d'important qui a pu permettre à l'activité, alors après avoir été hébergé dans un local communal et de reprendre sa place. Et donc les travaux de réfection de cette maison de santé vont être entrepris dans des délais qu'on ne maîtrise pas, puisqu'il y a des procédures d'assurance à assumer. Et donc on est dans l'attente de ce sujet. Pour faire le lien, vous savez que le principal élément de l'ordre du jour de ce soir, il s'agit du centre événementiel. Donc je veux passer la parole à Philippe Laporte et Nicolas, peut-être pour nous remémorer un petit peu quelques éléments de contexte de ce projet, quels sont les éléments constitutifs et comment il s'articule, avant de traiter ce point de l'ordre du jour qui, vous l'avez vu, pose la question de la gestion de cet équipement avec un certain nombre d'éléments et de procédures. Dans la foulée, nous vous proposerons aussi, et c'est de circonstance, de faire une visite de ce chantier. Ça se fait, on avait déjà pu en faire une au printemps, mais on attendait que la salle soit pratiquement couverte pour pouvoir inviter le conseil communautaire. Donc vous serez tous invités à cette visite et un casse-croûte de chantier comme ça se fait le 16 septembre, je crois que c'est un lundi si je ne me trompe pas, sur le site pour faire une visite avec les entreprises et partager un moment pour se rendre compte un petit peu de la dimension de l'équipement et de son avancée, puisque le chantier est largement dans les délais pour l'instant, et c'est la raison pour laquelle on se prépare aussi à lui trouver un mode d'exploitation. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Peut-être je vais passer la parole très rapidement à Philippe et peut-être Nicolas qui complétera pour vous décrire un petit peu la situation et quelques photos pour montrer l'état d'avancée du chantier. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonsoir. La délibération, c'est pour choisir un mode de gestion du centre événementiel. Il y a eu 2 formalités qui ont déjà eu lieu. D'abord, il y a eu un avis du comité social territorial, c'est-à-dire les agents et les élus du CST, et puis le comité consultatif des services publics locaux qui s'est réuni le 27 août et donc qui a rendu un avis unanime sur un mode de gestion qui sera présenté par le président. Donc pour commencer, je vais passer la parole à Nicolas pour vous faire un petit peu un point sur le mode contractuel qui avait été choisi pour la construction, pour vous présenter quelques images de l'ouvrage qui a bien avancé. Et puis, je reprendrai la parole pour reprendre un petit peu les arguments qui étaient dans la note explicative qui accompagnait cette délibération sur les objectifs de ce projet et qui explique le mode de gestion qui vous sera proposé. Nicolas ? Oui, bonsoir. Alors, je m'excuse parce qu'il y a beaucoup de redites par rapport à ce que vous avez, pour certains, déjà entendu, comme le président l'indiquait, lors d'une première visite ou bien lors de précédents conseils.
Donc, choisir un mode de gestion pour gérer quoi? Pour gérer le centre événementiel. Donc, celui-ci est en cours de construction. On est à mi-chemin, quelque part, de cette construction. Donc, vous vous souvenez que vous aviez souhaité un marché global de performance qui permettait de trouver des candidats à la fois architectes et constructeurs qui répondraient ensemble, mais aussi de mainteneurs et de personnes qui allaient entretenir ce bâtiment pour une durée de 10 ans. Et ça, c'est un sujet important, puisque pendant que ce groupement construit puis assurera la maintenance et l'entretien de ce bâtiment, il y aura certainement à gérer ce bâtiment et des interfaces entre le gestionnaire et le gestionnaire technique et le gestionnaire des salles de conférence et des salles de spectacle. Donc ces procédures, je vous rappelle, l'idée c'était de créer un grand volume modulable avec une jauge à l'époque qui était capée, enfin qui était amenée à 2000 personnes. Aujourd'hui on est plutôt sur 2200, vu les projets qui nous ont été proposés. Des gradins rétractables, un parterre de grandes salles qui peut être utilisé certes pour des spectacles vivants, mais aussi on peut imaginer des choses plus digitales comme des représentations holographiques, du e-gaming ou des choses comme ça. Et associé à ce grand volume que vous voyez en construction en ce moment, des salles de réunion, des salles de conférence, des salles de congrès qui sont au nombre de 6 en fait. Et pour entourer tout ça, une logistique adaptée, des équipements techniques, scéniques, un espace traiteur aussi pour pouvoir faire du réceptif. Et le projet qui a été retenu propose également un espace réceptif un peu amélioré avec une mezzanine et une terrasse qui permettront, j'espère, d'utiliser encore mieux cet ouvrage. Donc les dates phares que l'on avait évoquées à l'époque, le chemin de fer, le fil rouge est respecté. Donc nous sommes à l'heure actuelle mi-2024. La livraison définitive du bâtiment, j'allais dire la remise des clés est prévue pour août 2025. Les travaux visibles, quant à eux, se termineront courant juillet 2025. Voilà. Ce sera des essais et des calibrages qui auront lieu durant l'été 2025. Donc en tranche ferme, vous aviez validé un marché qui actait la démolition de la salle Anatole France, la construction du centre événementiel, suivant un programme avec 200 places de parking, des pré-équipements pour des bornes électriques, une aire logistique à l'arrière qui permet d'être assez attractif pour ce que l'on appelle les tourneurs, les gens qui viendront installer des spectacles, des parkings pour vélos, des espaces verts, voilà. Un niveau sonore qui permettra tout type de musique, y compris les musiques amplifiées, et une installation photovoltaïque dédiée à l'autoconsommation. Donc ça, ce sont les éléments qui viendront en plus de ce que je vous ai décrit juste avant. En tranche optionnelle, il y a le parking qui se situe entre la construction actuelle et l'ancienne piscine de Pic-Caillou, où vous avez à l'heure actuelle pas loin d'1 hectare de terrain bitumé, et qui vont se transformer en un parking désimperméabilisé pour le parking à 80%, pour la route un peu moins, mais ce qui amènera le total à une désimperméabilisation de l'ensemble du site d'environ 60%. Et en ce sens, l'agence de l'eau nous y accompagne dans le cadre des démarches de désimperméabilisation. Voilà, donc il y a aussi des équipements scéniques que vous aviez choisis et tout un tas d'équipements complémentaires. Donc ça, c'est une image. Le nom, je vous le rappelle, pour certains, vous vous souvenez peut-être, j'avais dit ça, c'est le nom du projet de l'entreprise qui a été retenu, mais ce n'est pas le nom que portera le dossier, mais c'est son visuel en tout cas qui lui est respecté. Voilà la vue d'ensemble avec, je vous le disais, sur votre droite, le parking désimperméabilisé, devant un square qui va rattacher un petit peu tous ces ensembles urbains au secteur bâti qui est à côté avec de beaux jardins. Et puis le bâtiment au milieu avec la grande salle en gris clair, les salles de conférence en gris un peu plus foncé et au milieu un hall d'accueil qui aura un rôle de desserte et de hub pour l'ensemble du site. Pour rappel, en bleu, vous avez là l'ancienne salle Anatole France. Voilà, ça y est, je crois qu'elle est rentrée dans les mémoires, elle est sortie de l'actualité. Et en violet, vous avez l'emprise du bâtiment qui est en train d'être construit. C'est pour vous donner un petit peu une image. La salle Anatole France était très proche du stade. Là, on s'écarte quand même pas mal.
Voilà. Et vous avez ici quelques photographies du chantier pour illustrer. Voilà. Vous voyez qu'en haut à gauche, là, les choses commencent à ressembler de plus en plus à la version définitive. Voilà donc les atouts du projet technique, sa polyvalence, sa fonctionnalité, des diversités importantes des usages, hein, puisque la grande salle de conférence et non pas la grande salle de spectacle permettra à la fois du spectacle, à la fois des conférences, peut-être bien aussi des conseils communautaires, des performances énergétiques, des systèmes techniques efficaces et simples, parce que ce genre de salle n'est pas usité au jour le jour. Donc il faut des systèmes de chauffage ou de rafraîchissement simples qu'on est capable de mettre en œuvre rapidement et de façon très intermittente. La grande polyvalence des espaces de conférence, la mezzanine dont j'ai parlé, une terrasse également, et puis une approche globale de l'extérieur qui est de passer de tout bitume à quelque chose qui, dans le temps, devra s'assimiler à un grand espace vert qui se raccroche à tout ce qui est du côté de Picaillou, avec le centre événementiel au milieu. Voilà. J'en ai terminé. Alors, merci Nicolas. Donc, il faut bien comprendre, là vous êtes appelé à vous prononcer sur un mode de gestion. Il n'y a pas par définition un mode de gestion qui est supérieur par rapport à un autre. Simplement, la question est de choisir le mode de gestion le plus adapté donc à ce projet. Et donc c'est pour ça que dans la note, il était détaillé les objectifs du projet. Peut-être tu veux les... Moi, je pense que vous avez tous eu le rapport, vous avez pu lire la délibération. En substance, on a fait faire une étude comparative entre les deux modes de gestion. On a essayé de montrer les avantages et les inconvénients de l'un ou l'autre des modes de gestion. Déjà la date, 1er septembre 2025, donc c'est bientôt. C'est pour ça aussi qu'on a souhaité faire un conseil communautaire très vite pour donner aussi assez rapidement une position, une décision pour rechercher les candidats, parce que évidemment la question de la programmation 2025, fin 2025 et 2026 se pose déjà. Et il faut du temps pour le faire, dans l'éventualité où on retiendrait cette solution. Il ne vous aura pas échappé que, fort des éléments qui précisent les avantages d'un mode de gestion externalisé, c'est le mode de gestion qu'on vous propose ce soir, avec un affermage, avec évidemment un cahier des charges assez précis et des contraintes assez fortes pour l'exploitant, et surtout quelque chose d'assez clair pour les futurs utilisateurs, qu'ils soient publics, associatifs ou privés sur notre territoire, à savoir justement une location de l'équipement pour que on se retrouve pas avec une subvention d'équilibre inaccessible ou prohibitive pour la collectivité. Donc voilà un peu le principe. Donc évidemment que nous semble assez évident que ce mode de gestion externalisé apporte les meilleures garanties des objectifs qui sont rappelés, à savoir les performances techniques, économiques et financières, voilà, qui sont à approcher au maximum par rapport à ce type d'équipement, ce qui permettra de le rendre supportable par la collectivité et par le territoire, mais en précisant bien les ambitions qui sont les nôtres, avec un volume et des contraintes dans le cahier des charges qui sont celles que la collectivité souhaite voir aboutir dans cet équipement. L'objectif, il est aussi de dépasser une fonction exclusivement locale, puisque l'objectif est aussi de doter notre territoire d'un élément d'attractivité supplémentaire pour faire venir de l'activité économique, des salons, des exhibitions, voire des matchs de gala, voire des professionnels, etc., qui permettront de drainer un certain nombre d'activités. Je continue en disant que il n'y a pas ce type d'équipement sur le département. Aujourd'hui, quand au conseil départemental, on souhaite faire un séminaire avec une grande salle et des salles adjacentes et des équipements avec un hall pour pouvoir travailler sur toutes les questions qui s'offrent à nous en termes de fonctionnement, nous n'avons pas d'équipement dans le département équivalent à celui qui est créé. C'est d'ailleurs cette vocation départementale qu'avait relevé le département pour nous accompagner dans le financement de l'équipement. Des grandes salles, il y en a, mais sans salle adjacente
de travail qui permettent de faire des séminaires. Alors là, il faut pas se tromper, hein, c'est pas un palio bis que nous créons, c'est un équipement qui est en capacité de spectacle bien inférieur. On ne cherche pas à se positionner par rapport à cet équipement. Ce qu'on a recherché, c'est la complémentarité et éventuellement la simultanéité des événements qui pourraient se faire sur ce même lieu, puisque on voit bien qu'avec, si on peut remettre la diapositive, Philippe, on voit bien qu'on peut utiliser séparément, alors là c'est difficile de le voir, peut-être là, oui. Puisqu'on rentrera par le sud, là vous avez le hall d'entrée. Alors on devine assez mal la dimension du hall, mais vous verrez lors de la visite, c'est quelque chose d'assez imposant, d'autant qu'elle sera complétée par une terrasse, une possibilité de se positionner en perspective du stade Gaston Simonet qui est en vis-à-vis. Et donc, il y a un grand espace qui peut à la fois servir à l'équipement de droite, à savoir la grande salle, qui pourra être loué indépendamment du reste. Et il pourra se produire sur ce même site d'autres événements dans les salles sur la gauche, plutôt en marron ou en grisé, hein, donc qui sont des salles de taille différente et qui sont elles-mêmes sécables, permettant justement d'adapter la dimension des salles à la dimension des manifestations qui pourront s'y produire. Voilà, une assemblée générale quelconque, avec un besoin de 100 places, n'aura pas besoin d'utiliser la grande salle de 2000 places. Voilà, l'idée, c'est aussi d'ajuster. Et évidemment, les coûts seront aussi proportionnels à la dimension des équipements. Un mot peut-être sur le parking. Vous expliquez que on l'avait sorti du marché parce que, en fait, il y avait une possibilité d'aller chercher, Nicolas l'a brièvement rappelé, d'aller chercher des financements de l'agence de l'eau, puisqu'on est dans une forte désimperméabilisation du site, et donc à travers ça, un accompagnement très fort de l'agence de l'eau est espéré à hauteur de 50%, ce qui est extrêmement significatif. Et puis, on ne le voit pas trop, mais sur le sud encore, on est en train d'acquérir donc des terrains qui appartiennent à la famille Lespinasse, avec un grand terrain qui borde la voie de desserte du site et qui permettra d'accroître les possibilités de parking sur ce lieu. Et toujours dans une logique de désimperméabilisation. Alors là, le terrain n'est pas imperméabilisé, donc on ne sera pas dans cette logique-là, mais de bien évidemment prendre la précaution de respecter cette philosophie. Voilà pour la présentation. Moi, je préfère laisser place au débat. Donc voilà, si vous avez des questions, les objectifs du projet, vous avez pu lire, hein, donc un outil de développement local pour le tissu économique, optimiser la gestion à travers donc un mode de gestion entrepreneurial, s'assurer de la professionnalisation de l'exploitant de l'équipement, minimiser la part du risque juridique, technique et financier pour l'agglomération. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ce ne sera pas un partenariat à deux, puisqu'on est dans le cadre d'un marché global de performance, et donc en fait c'est un engagement tripartite, puisque ceux qui assurent le mode de gestion technique seront évidemment au cœur du dispositif, et donc l'articulation devra tenir compte des trois acteurs. Avoir une approche commerciale dynamique par nature très différente des logiques d'un service public. Alors c'est pas forcément uniquement sous cet angle-là qu'il faut le lire, mais plutôt dans le cadre de nous ne sommes pas très compétents, nous, collectivités, pour aller chercher des gens du spectacle. Je ne crois pas qu'on soit des professionnels du sujet. Et donc l'idée, c'est de dire, bon, à un moment, il faut, vu sa dimension et sa diversité d'offres, il faut confier cette mission à des professionnels. Donc c'est ce qui est repris dans la phrase suivante, et donc avec une nécessité de faire partie de réseaux qui intègrent les différents modes d'acteurs, parce que vous n'avez pas les mêmes acteurs qui se produiront dans cette salle
que ceux qui se produisent au Palio, puisque la jauge est complètement différente. Donc il faut vraiment affiner les artistes, le choix des artistes. L'organisation de manifestations relève des compétences spécifiques. Donc on parle évidemment de tous les aspects qui font la force d'un spectacle, mais aussi de la sécurité et de tout ce qui va autour. S'adapter à l'évolution et les attentes des usagers des marchés concernés, maintien d'une qualité de service et d'une gestion toujours plus performante, respecter les normes de sécurité des manifestations intégrées et porteuses. Voilà brièvement rappeler les objectifs du projet. Écoutez, je vous laisse la parole si vous souhaitez intervenir ou poser des questions ou donner un avis différent. Oui, Christine. Oui, bonjour. Dans le paragraphe 5, il est mentionné que des mises à disposition gratuites ne sont pas souhaitables. Je voudrais savoir au niveau justement de la grille tarifaire, quel sera l'impact de la CAB et notamment s'il y aura des tarifs préférentiels pour les associations ou si ce sujet n'a pas encore été débattu. Alors en fait, le sujet n'a pas encore été débattu. C'est dans le cadre des rencontres avec les candidats qu'on affinera un peu tous ces points. L'idée étant que l'exploitant va, avec notre accord bien évidemment, fixer des règles de fonctionnement et des tarifs de location de l'équipement qui correspondent justement à ce qui est pratiqué ailleurs. L'objectif pour eux, c'est de rester aussi compétitifs, sinon ils n'auront personne. Donc ça, c'est aussi un élément important à avoir en tête. Il ne faut pas croire qu'ils vont assommer avec notre accord l'offre qu'il pourrait y avoir sur le territoire. Donc, par contre, on leur a demandé un certain nombre de places gratuites, mais pas de créneaux gratuits. Voilà, donc on souhaite, d'ailleurs, je l'avais rappelé récemment lors d'un conseil d'orientation, on prévoit d'y installer nos séances du conseil communautaire et la CAB louera son créneau comme tout utilisateur pour les conseils communautaires. Ça peut paraître surprenant pour certains d'entre vous, mais si vous n'allez pas plus loin qu'à Agen, les plus gros utilisateurs du centre des congrès sont la ville et l'agglomération. Voilà, donc vous savez, si vous ne participez pas activement au fonctionnement, vous participez par un autre biais, ça s'appelle une subvention d'équilibre, et on le voit sur le parc aqualudique par exemple. Si on amène le coût, si on baisse considérablement le coût d'utilisation, on le retrouve à l'arrivée. Et c'est en fait ça le sujet majeur, le sujet central de cette négociation, c'est de trouver l'équilibre entre le coût le plus raisonnable et le montant de l'intervention de la collectivité. Voilà, plus la collectivité interviendra, plus évidemment, moins les coûts pour les usagers seront importants. Et il faut trouver l'équilibre entre ces deux facteurs, en espérant que la fréquentation importante que peut générer la venue de certains artistes vienne contribuer à faire baisser les coûts pour les autres utilisateurs. Oui, Madame Tavot. Oui, bonjour à tous et à toutes. Ma question, elle est un peu dans le même sens, c'est-à-dire que on peut parier sur l'attractivité du territoire bergeracois, comme vous avez pu essayer de le faire pour attirer les médecins, avec la belle vidéo qu'on avait vue la dernière fois. Mais dans ce que vous mettez, on attend des rentrées de 2 900 000 € hors taxes de la part de ce que j'ai pu comprendre. En fait, il faut qu'on arrive à avoir une recette de cet ordre-là. Sur 5 ans. Hein. Sur 5 ans. C'est sur 5 ans. Ah, ok. Et après se pose la question plutôt de comment les bergeracois pourront venir encore au spectacle pour que la personne qui va mettre en œuvre la gestion puisse rentrer dans les clous de ce contrat avec des tarifs qui sont abordables par le territoire. C'est-à-dire qu'actuellement, là, après, on a des tarifs sur Manet, sur l'auditorium, etc., qui sont à peu près
canalisé. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'on va avoir des tarifs pour les spectacles, hein, je ne parle pas des associations, des séminaires, etc., qu'on pourra permettre aux Bergeracois de venir. Après, moi, mon autre question, c'est quid de l'auditorium, de la fréquentation de l'auditorium et puis de la salle Centre Manet. Mais ça, c'est le débat qui a dû avoir lieu quand je n'étais pas là sur l'existence de ce centre événementiel, je pense. Peut-être je vais commencer par ça. La CAB a souhaité conserver, on aurait pu se poser la question de confier la totalité des équipements à un délégataire pour qu'on puisse imaginer qu'ils ne se sentent pas qu'il puisse y avoir une concurrence ou un partenaire, un autre acteur sur le sujet. Donc on a choisi de conserver en interne la gestion du centre Manet et de l'auditorium pour justement pouvoir choisir la politique culturelle de notre territoire, parce qu'on sait très bien que ça ne correspondra pas forcément à la stratégie et ce qu'on souhaite offrir aux Bergeracois. Donc ça, c'est le premier élément. Le second, j'y avais partiellement répondu, me semble-t-il, mais en fait, l'exploitant, il va faire comme il le fait ailleurs, parce qu'en fait, ce sont des acteurs qui ont l'habitude. Et d'ailleurs, si le bureau d'études a mentionné ce montant de 2,9 millions, il est indicatif. Il est sur 5 ans, il est indicatif. Il sera à débattre avec, évidemment, les candidats. C'est en tenant compte du marché et de la potentialité des gens à venir à ce spectacle. Parce qu'en fait, je ne vois pas un exploitant pratiquer des tarifs où sur 2000 places, il n'aurait que 200 personnes. Donc en fait, il s'agira pour eux de trouver aussi et de garantir l'équilibre entre la fréquentation et le prix. Parce que si vous avez 2000 personnes à 20 euros, ça fait une certaine somme. Et si vous en avez 150 à 80 euros, la deuxième somme est bien inférieure à la première. Donc c'est aussi une question de professionnalisme. Ça, c'est un métier aussi de trouver les bons prix par rapport aux bons artistes. Bon, on le voit d'ailleurs au centre Manet, hein, c'est qu'il y a des tarifs qui permettent de... On a quelquefois des tarifs un peu plus importants pour des artistes qui le méritent et qui sont plus convoités que les autres. Et donc, on est dans une logique de marché et de professionnels qui, suivant les artistes qui proposent, appliquent des tarifs qui permettent de remplir les salles, parce que je crois que c'est ça, ça sera ça la priorité pour eux. Et en tout cas, on travaillera dans ce sens dans le cadre des rencontres qu'on aura avec eux et les négociations financières qu'on aura ensemble. Oui, Hélène. Pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a effectivement la location de la salle de spectacle, on va dire, sur une question professionnelle avec des artistes, des événements et des choses comme ça, où je pense que quand même, il faudrait insister auprès du délégataire pour qu'il y ait des tarifs sociaux, des tarifs CE, en tout cas des tarifs, une grille tarifaire, comment dire, échelonnée, quoi. Voilà. Et l'autre question derrière, c'est quand même... La salle Anatole France permettait quand même une location pour les associations. Il y a quand même la coutume de dire que pour les assemblées générales, il y a la gratuité de la salle. Les salles de conférence, les salles de réunion, le tarif pour les associations me semble important que ce soit un tarif spécifique, quoi. Enfin, c'est pas comment dire, un consortium de médecins ou de pharmaciens. Ce sont les associations de la ville de Bergerac. Donc voilà, je pense que c'est important quand même... dans le dialogue avec le futur prestataire, d'avoir cette exigence-là. Alors là, on change complètement de logiciel. Donc avec un prestataire, le prestataire appliquera probablement, enfin, on verra lors des négociations, mais un tarif qui est lié à ses coûts de fonctionnement et aux objectifs financiers qu'on va lui fixer, parce qu'on va lui fixer on va commencer par lui fixer des objectifs financiers pour que cette structure ne pèse pas trop sur les comptes de la collectivité. Pour ce qui est des manifestations pour les associations, en fait, même précédemment, quand le maire de Bergerac décidait de faire la gratuité de la salle pour une association, en fait, il consentait de manière indirecte
à lui verser une subvention. Parce que la mise à disposition de la salle des fluides de l'amortissement, bon, elle était amortie, mais on en avait aussi pour son argent, parce que c'était une passoire énergétique, une passoire tout court, etc. etc. Mais en fait, la ville supportait des coûts inhérents à cette salle. Et le maire, en mettant la gratuité, c'est ce que nous faisons tous dans nos salles des fêtes, hein. Quand on met à disposition gratuite, en fait, ça équivaut à verser indirectement une subvention à l'association. Et bien, c'est tout à fait dans l'autre sens que ça va se passer, plutôt que de verser une subvention d'équilibre à la fin de l'exercice, subvention qu'on ne maîtrisera pas. Et bien, la mairie ou la CAB ou les autres communes, quand elles choisiront d'accompagner une association pour qu'elle ait la gratuité ou pour qu'elle ait accès à cette salle, ben, il s'agira de lui verser une subvention lui permettant de... je complète mon information en disant, aujourd'hui, ben, la salle Anatole France ne pèsera plus sur les comptes de la ville de Bergerac, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, qu'en entretien, que mise aux normes, etc. Et du coup, ben, la municipalité récupérera des moyens, quelques moyens, pour permettre aux associations de faire de manière indirecte, comme je viens de l'expliquer, et d'obtenir l'accès à cette salle. Voilà, on change complètement de façon de faire. Je prends l'exemple du Palio, par exemple. Le Palio, quand il est mis à disposition des retraités agricoles, ça coûte un certain prix que je ne dévoilerai pas ici, parce que c'est pas l'objet. Je sais que le département, le Grand Périgueux et d'autres collectivités apportent des subventions pour permettre de financer l'allocation du Palio pour cette manifestation. Donc on est dans la même logique. De toute façon, qu'on se comprenne bien, soit on paye au début, soit on paye à la fin. Mais de toute façon, c'est les collectivités qui payent. Donc, après, ça permettra peut-être aussi de mieux doser quelquefois la gratuité. Est-ce que c'est le bon moyen, ou est-ce qu'il faut... voilà, mais il appartiendra à chaque collectivité de gérer et de mettre le curseur là où il le souhaite. Il ne faut pas faire croire aux associations qu'elles avaient gratuitement les choses et qu'elles ont perdu cette possibilité de l'avoir gratuite. Elles peuvent aller le chercher, mais d'une manière différente. Oui, Julie. Alors, juste, moi, je pense que effectivement, cette DSP en affermage, c'est la meilleure solution dans la mesure où, effectivement, on n'a pas les compétences. C'est au risque des périls du prestataire, donc pourquoi pas. Après, moi, je m'abstiendrai toujours sur ce dossier parce que je suis très sceptique sur l'intérêt de ce centre événementiel, notamment quid de l'approche hôtelière, la capacité que Bergerac a à accueillir un éventuel congrès. Et la sous-exploitation, on le voit, le centre de congrès de Périgueux n'est pas plein du tout. Boulazac, certes, mais c'est une autre capacité d'accueil. Et je reste encore, malgré tout, sceptique sur l'intérêt pour le territoire de cet outil et de tout l'argent, 14 millions, je le rappelle, qui a été dépensé là-dedans. Donc voilà, c'est pour rester juste cohérente avec ce que je prononce depuis le début, même si je pense réellement que cette DSP, c'est la meilleure solution. Par rapport à l'hôtellerie, alors ça fait 20 ans qu'on nous dit, quand on rencontre des acteurs de l'hôtellerie, ils nous disent vous n'avez pas d'équipement qui permette d'accueillir des événements, et donc la capacité hôtelière du Bergeracois est plafonnée à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on crée l'équipement sans que la capacité hôtelière ait été modifiée. On espère que, justement, s'il y a une offre, peut-être y aura-t-il un besoin, peut-être y a-t-il une offre qui va se développer derrière, parce qu'en effet, aujourd'hui, il n'y avait pas suffisamment de manifestations ou d'activités sur le territoire pour faire un effet de levier complémentaire, parce que je crois que l'offre hôtelière aujourd'hui, elle est insuffisante sur Bergerac. Toutes les études l'ont largement montré, notamment dans une certaine gamme, et peut-être aussi sur certains lieux, et que du coup, on espère qu'en créant un besoin, peut-être des acteurs s'emparent de ce sujet pour y répondre. D'autres interventions?
Bon, pas d'autres. Oui, Hélène. Pardon. Sur la, comment dire, le montant en fait de ce contrat de délégation, que se passe-t-il en fait si jamais le prestataire retenu n'arrive pas à dégager en fait la somme prévue dans le contrat? Alors, une délégation, c'est aussi un engagement réciproque, c'est-à-dire qu'on on va pas attendre 5 ans pour savoir où on en est, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une part de risque aussi pour la collectivité dans ce domaine-là, mais à partir du moment où c'est contractuel, le contractant est tenu de respecter le montant qui sera fixé dans le cadre du résultat de la négociation. Je le redis, le montant qui est fixé là, il est à titre indicatif. Je crois qu'il se réfère à des notions de mètre carré, temps de rentabilité par mètre carré, et que c'est vrai que puis on s'imagine bien, enfin j'imagine que vous êtes un peu dans mon cas, que la première année, tout est à créer, on ne va pas faire les mêmes chiffres en 2026, en 2025-2026 que, je l'espère, au bout de 3 ans, quand le produit sera sur le marché. Dans nos réflexions, on a aussi espoir que des opérateurs qui gèrent déjà d'autres équipements, peut-être certains plus importants, soient intéressés d'avoir dans leur portefeuille par rapport à des artistes ou des professionnels, une gamme inférieure, une gamme différente à proposer. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont plus à même quand même d'avoir des réseaux de gens qui correspondent à cette jauge-là. Donc c'est vrai qu'on part un peu dans l'inconnu, mais de toute façon, malgré tout, la délégation, le contrat, il a valeur d'engagement, c'est-à-dire que le délégataire, il s'engagera financièrement à assumer ce pourquoi il aura signé. Voilà. Alors après, il peut toujours y avoir des défaillances, mais oui, Madame Tao. Juste la question d'Hélène, elle n'est pas anodine. Parce qu'en fait, vous savez qu'à Bergerac, on a tout de même des problèmes avec la SAVP, où il y a un contrat de délégation de service public au niveau du stationnement, et que pendant encore 5 ans, on va devoir payer des sommes énormes. Donc là, la question d'Hélène, c'est, et si le prestataire ne fait pas les sommes attendues, c'est la communauté qui devra compléter. C'est ça la question. Alors, on entend bien ce que vous dites, tout le monde est dans l'espoir, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'il faut faire un énorme travail d'attractivité, encore plus que ce qui est fait sur Bergerac, parce que Bergerac, on voit que l'été, c'est tout de même bien plein, le reste de l'année, beaucoup moins, mais tout ça est sur des suppositions. On n'est qu'en train de supposer. Alors, la conjoncture économique, elle est telle qu'elle est, et tout le monde la connaît. Bon, voilà, pourquoi pas, mais elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que si la communauté doit compléter une somme par rapport au contrat, on peut nous s'inquiéter. En tout cas, sur Bergerac, nous, on s'inquiète tous les ans encore pendant je ne sais combien d'années. Alors, il n'y a pas une délégation de service public identique à l'autre. Donc moi, je ne veux pas les tenants et les aboutissants, les détails de la délégation de service public qui est signée entre la SAGS et la ville. Et je pense qu'il ne faut pas faire de copier-coller. Là, pour le coup, on est sur un contrat qui va engager le contractant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clause à retour à mauvaise fortune. Il n'y a pas de clause de ce type-là. On n'est pas sur... ils ont un engagement avec un nombre de soirées et des objectifs financiers à tenir. Ils doivent les tenir. Donc voilà, à défaut, le risque, il est pour eux, il n'est pas pour la collectivité. Ça c'est important de le souligner. On est bon? Tout le monde y voit clair? Tout le monde a ce qu'il faut pour se prononcer? Bon, écoutez, donc je vais vous demander à approuver le principe du recours à cette délégation de service public pour 5 ans, donc jusqu'au 31 août 2030 inclus, et m'autoriser à signer et à mener les négociations. On fera une commission, on a déjà une commission qui existe, mais on créera une commission complète. Voilà, on fera un appel un peu à vous tous et à vous tous. On ne va pas y être 50, mais pour participer à ces discussions, pour qu'on essaie de le caler au mieux et le plus précisément possible. Donc, est-ce que quelqu'un est contre
S'abstient? Adopté, je vous remercie. On fera pour le mieux et on le fera collectivement. On va passer au point suivant. Il s'agit de parler d'une modification du tableau des effectifs. Et comme je le fais à chaque fois pour ces délibérations, je me déporterai de ce vote. C'est Pascal Delteil qui va rapporter ce dossier. Oui, il s'agit de mettre à jour le tableau des effectifs qui est modifié pour tenir compte des mouvements suivants. Donc, un départ en retraite au service voirie, 4 départs, c'est-à-dire mutation, détachement, fin de contrat en crèche, au service finance ou à la délégation du Grand Bergeracois, et 5 arrivées par mutation ou détachement en crèche, au service voirie, finance, santé et au transport urbain. Voilà ce qui a changé sur le tableau des effectifs. Des questions? Pas de questions? Donc, tu peux le faire voter. Que dis-tu, Pascal? Il faut le faire voter. Oui, les membres du Conseil, évidemment, sont invités à approuver cette modification du tableau des effectifs. Voilà, personne n'a de questions. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Je vous remercie. Pour les points à l'ordre du jour, l'ordre du jour étant épuisé, vous avez vu dans les décisions du président qu'il y a de nombreuses demandes de financement à l'agence de l'eau. Donc on est très actif, la collectivité est très active au niveau de l'assainissement, de l'eau potable, et du coup, à travers les multiples opérations qu'on souhaite porter, on est dans le cadre de ce fameux contrat de progrès territorial qu'on a signé il y a quelques mois et qui nous permet de briguer des taux d'intervention bonifiés et ça nous motive et ça nous stimule et ça nous accompagne et ça nous permet d'en faire toujours un peu plus sur notre territoire et c'est très bien. Vous avez pu passer aussi la conclusion d'un bail avec les Restos du Cœur. Donc voilà. Et puis voilà. Hélène voulait... Oui, Hélène. Merci. Justement, j'avais une question donc, sur les Restos du Cœur. C'est pour qu'ils puissent installer l'accueil aussi des bénéficiaires sur les SCAT, du coup, ou seulement des locaux de stockage? En fait, c'est pour l'allocation du bâtiment qu'on leur a mis à disposition. Donc pour lequel on va créer dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, l'accès latéral dans le prolongement du collège avec une extension de la ligne de la navette qui viendra jusque là, comme convenu. Alors comme dans tous les travaux, il y a des petites surprises avec Enedis, etc. Donc on est en train d'accompagner les derniers détails financiers pour leur permettre de s'installer. C'est pas un loyer qu'on leur demande, c'est juste les coûts de fonctionnement mutualisés sur les SCAT. Donc on s'est vraiment mis d'accord sur une participation la plus light possible sur ce sujet. Et ça se passe plutôt bien avec eux. Et du coup, j'ai pas compris si les bénéficiaires seront accueillis du coup sur ce site-là. Oui, ils seront accueillis sur ce site-là. Voilà, Okay. Pardon, je crois que toute l'activité des Restos du Cœur se passera à cet endroit. D'accord, merci. Et j'avais d'autres questions sur les décisions. Oui. Roue Libre aussi va installer un garage à vélo, Roue Libre. Oui. Est-ce que ça remplacera le site actuel qu'ils ont à côté du commissariat ou ce sera un deuxième site? Je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Et enfin, si encore deux questions sur le Pisse-Saume. La demande par rapport à la subvention, c'est pour l'instant pour des études où il y a déjà des travaux qui démarreraient? C'est pour l'étude pour l'instant. Ouais, d'accord. Et juste pour terminer, le contrat de couche bébé compostable, en fait, c'est pour faire un essai dans une crèche en particulier ou ça concerne toutes les crèches?
C'est 20 000 euros, je crois, le contrat. Alors, Voilà, pour 20 000 euros, c'est pour toutes les crèches. d'accord. Donc l'idée, en fait, c'est de fournir, l'ensemble des couches. Ça sera des couches compostables à ce moment-là. Oui. D'accord. Et ok. Non, non, c'est pas ça. Elles ne sont pas compostables. C'est un marché global. Ouais, j'avais compris que. C'est un marché global des couches, c'est pas compostable. Ah, parce que comme il y avait cellulose de brocéliande, Non, c'est pour non. ça que j'ai cru. C'est pas des couches compostables. Non, non. Et c'est pour l'ensemble des crèches et c'est obligatoire. On doit obligatoirement fournir les crèches, mais ce ne sont pas encore des couches compostables, malheureusement. Non, mais c'est parce que je l'ai vu dérouler. Bon, personne n'a fait de commentaire sur la nouvelle ligne qui a été ouverte aujourd'hui. Thierry, peut-être tu nous en dis un petit mot, puisque c'est le marché de la fin de la page là, qui est lancé pour 12 mois. Oui, Président, je voulais vous dire un petit point sur la ligne 3, donc Bergerac, Prigorieux, La Force, qui est ouverte depuis ce matin 6 heures. Les services ont fait un petit tour de bus ce matin sur les 3 rotations. Bon, apparemment, ça commence timidement, mais ça commence. Il y a des personnes qui ont pris le bus au départ de la gare de Bergerac pour aller travailler sur Fondation Jean de Bost. D'autres sont venus de La Force pour venir sur Jean Moulin. Et puis d'autres, ce sont des jeunes qui commencent à prendre cette navette pour arriver vers 8 heures à La Force pour la maison familiale rurale. Il faut savoir que cette maison familiale rurale est importante aussi parce qu'ils n'ont pas de transport scolaire. C'est un établissement privé. Et effectivement, lorsqu'on les avait rencontrés au mois de juillet, c'était la question du directeur de cette maison qui nous avait interpellés sur, effectivement, sur le transport de nos jeunes. Alors maintenant qu'il y a ce transport qui existe, est gratuit, j'insiste sur la gratuité, puisque quand même c'est gratuit, mais ça permet aux jeunes aussi de venir ça permet aussi aux jeunes de venir dans cette maison familiale et d'éviter l'internat. Donc c'est un coût en moins pour les familles. Au lieu de payer un internat, puisqu'il n'y a pas de transport, et ils auront le transport matin et soir pour venir à la MFR. Voilà, c'était simplement un point. Donc je vais voir avec le président pour inaugurer cette ligne, parce que je pense qu'il faut en parler autour de vous et en parler au niveau des médias, parce que quand même la communauté fait un gros effort financièrement. Je remercie la Fondation Jean de Bost qui participe à hauteur de 30%. Et effectivement, bien, si ça marche, eh bien, j'espère qu'on reconduira cette action-là l'année prochaine, puisqu'on se donne une année pour voir si ça fonctionne. Mais il y aura vraiment une information sur ce service gratuit. Mais je pense que depuis 8 jours, j'ai été interrogé par France 3 Périgord et Sud-Ouest la semaine dernière. Mais je pense qu'il faut il y a des fiches qui ont été faites par la CAB, et je remercie le service de communication, de belles fiches qui ont été distribuées. Donc on l'a sur le site de la CAB, et à vous, en tant qu'élu, de faire part de cette nouvelle ligne sur La Force et Prigorieux. Voilà. Merci Thierry, je crois qu'on peut vraiment saluer, je te redonne la parole, on peut vraiment saluer le partenariat avec la Fondation Jean de Bost, hein, avec qui on travaille très bien, et pas que sur cette ligne, hein, on travaille avec eux sur, c'est notre principal client sur la légumerie, il faut le saluer. On travaille avec eux dans le cadre d'une réflexion sur une création d'une crèche portée en commun avec eux. Enfin voilà, on a des beaux projets dans ce partenariat qui fonctionne très bien. La confiance est là et c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir avancer. Je crois qu'on peut s'en féliciter. Le maire de La Force ne démentira pas, je crois, puisqu'il a beaucoup œuvré pour ce partenariat. Je ne sais pas si... Pascal, peut-être je ne veux pas te prendre au dépourvu, Pascal, mais si tu pouvais peut-être dire un mot sur Quai-Cyrano, parce qu'on en a parlé souvent quand il y a des difficultés. Je crois qu'on peut aussi en parler quand ça fonctionne, et je crois que les Bergeracois ont retrouvé ce lieu et le fréquentent à nouveau, et on peut s'en féliciter. Oui, bonsoir à tous. Oui, on a vécu vendredi soir dernier, une soirée extraordinaire, une soirée blanche.
Et je suis très heureux parce qu'on a vu énormément de Bergeracois participer. C'était une soirée très sympa. Et je pense que cette soirée va être le déclencheur de ce qu'on voulait, c'est-à-dire avoir véritablement une participation et la visite des Bergeracois sur le site de Quai-Cyrano. Concernant la saison, le mois de juillet a été poussif les 15 premiers jours, comme beaucoup de sites et comme l'ensemble des villes touristiques. Par contre, on a eu une forte progression de la fréquentation de Quai-Cyrano sur la deuxième partie, tant et si bien que la fréquentation de Quai-Cyrano pour l'ensemble du mois de juillet est en progression par rapport à l'année dernière de 40%. Alors ça, c'était déjà un bon signe. Les chiffres du mois d'août, on ne les a pas définitivement. Par contre, on peut vous dire que la fréquentation a quasiment doublé par rapport à l'année dernière. Je vous rappelle que l'année dernière, c'était l'après-Covid, 2022-2023, et déjà, nous avions eu une forte progression de la fréquentation touristique sur le Bergeracois. Alors, les chiffres que je vous donne, ce sont les chiffres de fréquentation d'entrée à Quai-Cyrano. Ce n'est pas forcément représentatif de ce qui peut se passer sur le territoire, mais c'est quand même un élément intéressant. Et puis, dernier point, qui dit fréquentation ne dit pas forcément recette, parce que par contre, on remarque que le panier moyen est en forte chute et que même si on fait le double d'entrée à Quai-Cyrano au mois d'août, on a une recette qui progresse légèrement. Donc vous voyez qu'il y a une forte problématique économique. À nous d'essayer de trouver donc des solutions, de nouvelles attractivités. Mais je pense que notamment la scénographie et l'expérience Cyrano va nous apporter un nouveau souffle pour les mois à venir. Là aussi, on aura besoin des Bergeracois pour animer Quai-Cyrano et la Céno dans les mois à venir. Merci Pascal. D'autres interventions? Oui, Thierry. Excusez-moi, je voulais quand même dire un point sur les transports scolaires qui ont débuté aujourd'hui. Bon, sur les 1800 élèves qu'on transporte sur la CAB, il y a eu un petit souci sur l'EMRA que les services ont réglé cette semaine, à savoir que sur une ligne, il y avait une surcharge d'enfants et qu'il fallait rajouter un bus supplémentaire pour 4 enfants. Donc 5 enfants. Donc sur l'EMRA, on a déplacé un arrêt de 600 mètres. La réglementation nous le permet. Ça permet de prendre une autre ligne qui était en sous-effectif. Et ensuite, sur l'ensemble des transports, ça s'est très bien passé. Bon, la rentrée scolaire s'étale sur la semaine, hein, puisque aujourd'hui c'est la rentrée officielle, mais il y en a une rentrée demain jusqu'à mercredi, jeudi. Donc on va surveiller un petit peu le transport, parce que sur le papier, nos transports sont complets, même plus. On rajoute toujours 10% de plus sur nos bus, mais qu'en réalité, ce n'est pas la réalité du papier sur le terrain. Donc les services sont, et je veux remercier d'ailleurs les services qui ont travaillé, les services de Frédéric Simonati, qui ont travaillé énormément cet été pour essayer d'ajuster à coût constant et même essayant de baisser les coûts des transports sur les différentes lignes de la CAB. Bon, on a laissé personne au bord de la route, mais il faut savoir que c'est un service qui coûte très cher, hein, et qui revient aux parents à peu près à 1,16 € par jour, un aller-retour pour les parents. Donc les tarifs sont très bas par rapport au service qui est demandé. Il faut faire très attention parce que c'est un service aujourd'hui de confort que les parents prennent. Et il faut regarder de ne pas pénaliser des parents qui en ont vraiment besoin par rapport à des parents qui prendraient le transport scolaire comme du confort et qui n'utilisent pas durant l'année. Voilà. Donc je voulais préciser que nous allons regarder avec les services parce qu'on s'est rendu compte qu'à la fin du mois de juin et la dernière semaine de juillet, les bus ont fonctionné sur l'ensemble du territoire à vide, matin et soir. Donc on regardera de plus près, parce que ce n'est pas la peine de laisser un service jusqu'à la fin, jusqu'au 7 ou 8 juillet,
où il n'y a plus personne dans les bus parce que les jeunes sont partis soit en stage, soit ils ont déserté les établissements. Par contre, notre service fonctionne jusqu'au dernier jour et ça, c'est un coût important. Donc, on regardera pour éviter de laisser ce service qui coûte assez cher, mais qui est une volonté de la CAB, d'un service public envers nos enfants. Voilà. Merci. Mais il me reste à vous remercier et à lever la séance. Ah, pardon, Hélène. Tu es en pleine dans le projecteur. Je ne te voyais pas, pardon. Non, c'était juste la question sur la ligne de Prigonrieux-La-Force. C'est ce qui fait l'objet du contrat avec Kertour, c'est ça? Pourquoi cette décision et pourquoi on n'a pas... Il me semblait que la navette, c'était du matériel communautaire avec des personnels communautaires. Donc, pourquoi on fait différemment là sur cette ligne? On a justement, on était parti sur ça au départ, avec une vraie difficulté pour trouver des chauffeurs, notamment sur des jours de week-end, puisque c'est un peu compliqué, et des amplitudes horaires qui sont pas si simples que ça à atténuer. Donc on s'est dit, on va quand même regarder, et ça coûte 30% moins cher de passer par le privé, au-delà des difficultés à assumer. Donc c'est une hypothèse qu'on a longtemps étudiée au départ. Oui. Et puis voilà, la difficulté à trouver les chauffeurs. Eh bien, on se retrouve le 23 septembre pour le prochain conseil communautaire et je propose de lever la séance et vous remercier d'être venus si nombreux. Merci.